Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au chapitre 2 du programme d'histoire de 6e, qui est consacré à la révolution néolithique. Alors tout d'abord, le terme néolithique signifie la nouvelle pierre, car à cette époque, l'homme change de fabrication d'outils pour passer de la pierre taillée, qui est utilisée au paléolithique, à la pierre polie, dont on voit ici une reconstitution avec la hache à tête de pierre polie qui constitue un objet symbolique et caractéristique du néolithique, car on en a retrouvé de très grandes quantités. En effet, les pierres se conservent très bien à travers le temps. Alors, on parle de révolution car il y a un changement majeur dans le mode de vie des hommes à cette époque. Cependant, le terme est entre guillemets car ce changement est progressif, il se déroule sur des milliers d'années. Alors, ces changements interviennent un peu partout dans le monde, dans ce qu'on appelle des foyers du néolithique qui sont répartis sur les différents continents. La période va de moins 10 000, de 10 000 avant Jésus-Christ, à moins 3 000, 3 000 ans avant Jésus-Christ. Il s'agit donc d'une période longue de 7 000 ans. Nous verrons les différents aspects caractéristiques du changement de ce mode de vie, mais cette période est caractérisée par plusieurs innovations majeures qui posent les bases de notre mode de vie actuel. Nous nous demanderons donc comment l'homme change-t-il de mode de vie tout en modifiant son environnement. Tout d'abord, l'apparition du néolithique se fait dans différents foyers à l'échelle mondiale. Ces foyers principaux sont en Amérique le Mexique, où sont domestiqués l'avocat, le maïs, les courges, les poivrons, etc. Dans les Andes, où sont domestiqués notamment la pomme de terre et des animaux comme le lama et l'alpaga. Le plus ancien des foyers du néolithique est le Proche et le Moyen-Orient, dès 10 000 avant Jésus-Christ, où sont domestiqués des animaux comme les moutons et les chèvres, et des céréales comme le blé et l'orge. On trouve en Afrique un foyer important, avec la domestication du sorgho et du bœuf, et en Chine, un autre foyer majeur, avec la domestication du riz, du poulet, du porc, etc. Enfin, un dernier foyer peut être localisé en Nouvelle-Guinée, avec la domestication de la banane et du taro. À partir de ces foyers, la révolution néolithique se diffuse progressivement aux régions proches. Par exemple, pour ce qui est du Proche et du Moyen-Orient, des populations néolithiques se déplacent vers l'Europe et apportent leurs nouvelles cultures et leurs nouvelles pratiques sur ce continent. La période néolithique se caractérise par un certain nombre d'innovations, à la fois dans le domaine des techniques et du mode de vie. Tout d'abord, la grande innovation du néolithique est la sédentarisation. Les hommes produisant désormais suffisamment de nourriture pour pouvoir tenir toute l'année, développent des villages avec des maisons fabriquées avec les matériaux qu'ils peuvent trouver à proximité, c'est-à-dire soit de la pierre, soit du bois essentiellement. L'agriculture rend possible la sédentarisation en permettant de produire des quantités de nourriture importantes grâce à la culture des céréales. À cela s'ajoute l'élevage, avec la domestication d'un certain nombre d'animaux, comme les chèvres, les moutons, au Proche-Orient. Ces animaux permettent de produire de la viande, du lait et de la laine. Ces produits sont échangés quand il y a des surplus. Enfin, les hommes développent la poterie qui permet de transporter, de conserver des liquides, de cuire les aliments et également de stocker, ce qui est très important pour une population qui est dépendante de production de céréales qui interviennent en général une fois par an. Enfin, le néolithique marque un tournant dans l'organisation des sociétés humaines. Les hommes sont plus nombreux. On estime que la population a été multipliée par 4 entre le début et la fin du néolithique, passant d'environ 5 millions d'humains sur la planète à plus de 20 millions. Les hommes sont également plus nombreux au même endroit, regroupés dans des sociétés qui comptent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'individus. Et donc les structures sociales se complexifient et se hiérarchisent, ce que nous montre bien l'exemple de la sépulture, c'est-à-dire de la tombe de l'homme de Varna en Bulgarie, un homme qui avait visiblement un statut social particulièrement important dans sa société, ce que montrent les objets qui ont été enterrés avec lui, des offrandes, des bijoux et des armes qui montrent bien son statut de guerrier. Ces sociétés sont donc dirigées par une élite sociale, des chefs, ce qui marque la transition vers une nouvelle structure d'organisation sociale avec la création, ensuite, à la période antique, des premiers États.